Vous savez ce que c'est la marque la plus populaire de Suède? Ce n'est pas Ikea, ce n'est pas Volvo, c'est un groupe suédois du nom d'ABBA. Non pas seulement un groupe suédois, c'est LE groupe suédois qui a vendu le plus d'albums de tous les temps. C'est une marque qui a su s'exporter pour conquérir les terres les plus lointaines, un peu comme nos Daft Punk l'ont fait avec la French Touch. ABBA connaît un immense succès mondial durant la période du disco des années 70. Il devient l'un des groupes ayant vendu le plus de disques de tous les temps, ses ventes étant estimées à 400 millions, dont 180 millions de ventes certifiées. Ils connaissent en Australie et dans le monde un succès comparable à la Beatlemania. Vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo dédiée à Pink Floyd, les Beatles étaient les premières véritables stars mondiales anglaises et beaucoup de gens se faisaient notamment leur coupe de cheveux, la coupe au bol. Pour vous donner un ordre d'idée, un Australien sur 4 possédait l'album The Best of ABBA en 1976, donc plus de 3,5 millions de personnes sur les 14 millions d'habitants à l'époque, et leur émission spéciale à la télévision australienne a attiré plus de téléspectateurs que l'alunissage de Neil Armstrong en 1969. C'est un record historique qui a d'ailleurs tenu plusieurs années, voire des décennies. Et là je vous parle uniquement de l'Australie, mais le phénomène est mondial, ce qui est du jamais vu à l'époque pour un groupe qui vient pas des States ou qui vient pas de Londres. Alors aujourd'hui, on plonge dans la machine à tube la plus grande de tous les temps, dans l'amour, le vrai, le couple. Bienvenue dans l'histoire d'ABBA. L'histoire de nos amis ABBA commence comme dans un putain de film, je suis vulgaire, sur une route de campagne suédoise en juin 1966, période à laquelle la musique bat son plein. Björn Ulvaeus, à ce moment-là leader, chanteur et guitariste d'un groupe suédois en vogue, les Hootenanny Singers, et Benny Andersson, claviériste renommé des Hepstars, souvent comparé aux Beatles suédois, se croisent sur une aire d'autoroute alors que leurs bus de tournée respectifs font une pause. Les mecs se connaissent de nom, mais ils ne se sont jamais parlé, c'était un peu des rivaux de classement, de charts à l'époque. Les Hepstars sont genre les mauvais garçons électriques, les rockstars qui cassent des claviers, et les Hootenanny Singers sont les gendres idéaux acoustiques. Ils ont vu leurs visages respectifs dans tous les magazines pour ados, les Billboard version suédoise. Les deux bus de tournée se croisent donc, nos musiciens descendent pour se dégourdir les jambes, et plutôt que de s'ignorer royalement comme des divas, Björn et Benny se font un signe de la tête. Ils se reconnaissent immédiatement, ils discutent et s'invitent mutuellement à une fête dans un parc assez populaire où l'un des deux groupes jouait. Ils s'entendent vraiment très bien car ils finissent la nuit dans le bureau du père de Björn à Västervik. Björn sort une guitare et Benny un clavier, ils composent, réalisent un petit jam, font des accords, et les gars se rendent compte qu'ils sont juste pareils, ils ont le même langage musical. Björn racontera plus tard que dès cette première nuit, il a ressenti un truc bizarre. On a écrit notre première chanson ensemble cette nuit-là, elle était médiocre, mais le sentiment qu'on avait en la créant, lui, était incroyable. On a su instantanément qu'on allait recommencer. Et les mecs, faut bien se rendre compte que l'alliance est improbable. C'est comme si demain David Guetta et Sardou se retrouvaient sur un parking en tournée et qu'ils devenaient meilleurs potes. Je sais, j'abuse de ouf, mais avouez, c'est marrant quand même. Imaginez, voilà le truc, imaginez avec votre cerveau là. La première chanson qu'ils écrivent cette nuit est Isn't It Easy to Say. La musique n'a pas eu grand succès, mais a quand même fini sur l'album du groupe de Benny, les Hepstars. Mais bon, à l'époque, ils ne se disent pas qu'ils vont larguer leur carrière pour chanter ensemble. Ils veulent juste devenir un duo de compositeurs, un peu comme John Lennon et Paul McCartney. Mais elles sont où les filles? Parce qu'il manque 2 personnes là. Alors on va y aller cas par cas, vous allez voir, tout est lié. En fait, il y a une première rencontre. À ce moment-là, en Suède, une idole de la musique conquit les foules, Agneta, qui écrivait des chansons plutôt mélancoliques et tristes. Eh bien, cette chère Agneta est tombée sur une pochette des Hootenanny Singers et elle a carrément flashé sur notre petit Björn. Björn, à ce moment-là, il avait déjà vu Agneta à la télévision, dans des émissions, des clips, et il la trouvait magnifique. Et en mai 1969, il se retrouve sur un plateau pour une émission dédiée au compositeur Jules Sylvain. Le film passe carrément bien entre eux et ils tombent éperdument amoureux en quelques semaines. Pour la rencontre numéro 2, au même moment, enfin quelques semaines plus tard, une chanteuse de jazz cabaret du nom de Frida, en réalité Annie-Frid Lyngstad, avec une voix puissante, croise la route de Benny Andersson,
à Malmö lors d'un concours de chant. Leurs routes se croisent à l'hôtel Linkoping Stora Hotel, enfin à son bar, où tous les deux se retrouvent après leur spectacle respectif. Benny est fasciné par cette femme à la voix incroyable et à l'assurance folle. Frida, elle, est impressionnée par le talent de compositeur de Benny qui commence déjà à vouloir sortir de son rock simpliste, entre guillemets évidemment. Ces derniers passent la nuit à discuter de musique. Benny dira plus tard qu'il a été séduit par son intelligence musicale. Frida étant une chanteuse de jazz technique, elle connaissait ses gammes, et ça pour un mélomane comme Benny, c'était le summum de l'érotisme si vous voulez. Au-delà de ça, ils se rencontrent chacun à un moment de transition de leur vie, car Benny venait de rompre ses fiançailles, et Frida, elle, était en plein divorce. Ils se sont quand même installés très vite ensemble après leur rencontre. Pour éviter d'entrer dans les détails à la paperasse de chacun et chacune, je vous propose de vous emmener directement en 1970, lors de leur première représentation. Ils sont tous les quatre à Chypre, en soirée, et décident de chanter sur la plage, et en fait, leur premier spectateur là-bas, c'était les casques bleus qui étaient positionnés sur la plage. De retour en Suède, ils trouvent l'idée amusante de monter un spectacle à 4, le Festfolket, sauf qu'en fait, c'est mi-rigolo, mi-sérieux, ça s'assume pas tellement, et globalement, le public déteste, ce qui vexe un peu nos caploustiques. Après cet échec, ils sont clairement vaccinés, ils se disent « plus jamais on remonte sur scène tous les 4 ». Bon, Vous pensez? Moi je pense pas. Donc Agnetha continue sa carrière solo de reine des ballades et cartonne en Suède. Frida enregistre son premier album solo, produit par Benny. Björn et Benny, eux, sortent un album en duo intitulé Lika. Lika qui signifie bonheur. En 1971, Björn et Benny étaient si fauchés entre deux projets qu'ils ont accepté d'écrire et de produire la musique d'un film érotique suédois intitulé The Seduction of Inga. Extrait, non je déconne. Mais les amis se retrouvent sous le signe de l'amour et le mariage royal du 6 juillet 1971 est l'événement qui va souder le groupe malgré eux. Björn et Agnetha se marient dans le petit village de Verin. Alors évidemment je dis que c'est royal mais ça n'a rien à voir avec la monarchie, bref, c'est juste que c'était stylé. C'est une émeute. Il y a tellement de fans et de journalistes pour ces 4 individuelles personnalités suédoises que la police doit intervenir. Et oui, car à l'époque, ça n'existe pas, ces 4 joyeux lurons sont juste des musiciens reconnus en Suède individuellement parlant. Le mariage est génial, Benny joue de l'orgue à l'église, bref, ils nagent dans le bonheur. À partir de ce moment-là, la presse suédoise ne les lâche plus, ils sont vus comme le super couple de la pop suédoise. Inconsciemment, le public commence à les associer. Plus tard, Agnetha devient Marie-Madeleine en 1972 et joue un immense rôle dans la comédie musicale Jesus Christ Superstar. Elle chante I Don't Know How to Love Him et le titre devient un hit massif là-bas, ce qui va lui donner une immense confiance et une certaine prestance scénique. Pendant ces 2 dernières années, entre 1970 et 1972, une personne très importante, leur manager, Stig Andersson, ronge son frein. Le mec a les boules, il a une vision, il veut conquérir le monde. Oui, c'est très ambitieux. Il sait que Björn et Benny sont de bons auteurs, mais il sent qu'il manque encore un truc. Et ce truc, c'est la langue. En fait, à ce moment-là, il les pousse à écrire en anglais sans arrêt. Sauf qu'à l'époque, écrire en anglais en Suède et chanter en anglais en Suède, c'est très mal vu, notamment par les puristes et la presse. C'est un peu considéré comme de la trahison commerciale. Sauf que Stig, il en a rien à foutre, il commence à envoyer des démos à l'étranger sous le nom Björn et Benny. De fil en aiguille, ces derniers viennent à travailler sur un titre en particulier, People Need Love, en mars 1972. Ces derniers trouvent que leur duo de voix masculine est un petit peu plate et ils appellent donc assez simplement et même naturellement à la barre leurs femmes Agnetha et Frida pour qu'elles fassent des voix de fond, des backing vocals, des backs si vous voulez. Tout le monde s'installe et les filles se sentent assez à l'aise et elles ne se contentent pas du tout de fredonner, elles y mettent vraiment du leur en poussant la voix, ce qui va inspirer l'ingénieur du son Michael Trito qui expérimente en même temps. Ce dernier double les pistes vocales pour créer une harmonie et un son beaucoup plus massif. Tout le monde est scotché et en sortant de cette session de studio, Benny déclare à Björn, c'est ça, le groupe, c'est ça. Le rôle de l'ingé est assez crucial, en fait il venait de lire des articles sur le Wall of Sound de Phil Spector, une technique pour rendre le son massif. Après avoir enregistré les filles, il a voulu décaler très légèrement la bande magnétique lors de la deuxième prise, et ça a créé un putain d'effet de phasing, une épaisseur sonore rendant la voix des filles comme une armée d'anges. C'est pas moi qui le dis, c'est Benny. Has overturned, I think of you. Lay on another beat. Et
Et après presque 10 minutes de vidéo, notre groupe est désormais formé sous le nom interminable de Björn et Benny, Agnetha et Anni-Frid, et le son sort. À la base, c'est pas du tout censé être la performance d'un nouveau groupe. Benny et Björn voulaient juste faire un nouveau single pour faire suite à leur album Lika. Notez qu'à ce moment-là, Frida et Agnetha, les femmes de Benny et Björn, sont plus connues que ces derniers en Suède et leur rendent un réel coup de main. People Need Love, créé en mars 1972, connaît un succès surprise aux États-Unis. Un petit label américain, Playboy Records, le label lié au magazine de Hugh Hefner, entend le titre et décide de le sortir aux USA. Sauf que le nom était tellement long qu'ils l'ont raccourci en Björn et Benny with Svenska Flika. Bref, en gros, Björn et Benny avec les filles suédoises. Le titre entre dans le Billboard Bubbling Under, le top des révélations, et atteint la 114e place. Pour un groupe suédois inconnu en 1972, c'est une masterclass. Il est également 17e dans les charts suédois, ce qui encourage le groupe à continuer. Stig, le manager, dira même: si on arrive à faire aussi bien avec un nom aussi naze, imaginez ce qu'on tient entre les mains avec un véritable concept. Très vite, Stig et ses ambitions voient une porte d'entrée pour le succès mondial. En fin 1972, notre groupe au nom extrêmement long crée un album, Ring Ring. Fort du succès de leur single, ils se sont donné la chance de retourner en studio pour leur tout premier album. À ce moment-là, il ne s'appelle pas ABBA, mais la bande commence à trouver son identité sonore. Benny et l'ingénieur du son Michael Trito commencent à empiler les couches d'instruments, guitare, clavier, voix, etc., pour créer un son dans un premier temps gras et dans un second unique. Et oui, il leur faut une signature personnelle, chaque grand groupe en a une. L'idée du son gras analogique à l'époque leur permet de sortir du lot à la radio. Pour la chanson Ring Ring, en fait, ils utilisaient une technique de multitracking artisanal. Ce que j'ai évoqué avant, ils enregistraient les instruments puis repassaient la bande en la désaccordant d'un millième de ton. Cela créait un son énorme, comme si 50 pianos et 50 guitares jouaient en même temps. C'est ce son riche et brillant qui allait devenir la signature d'ABBA. On peut retrouver notamment dans l'album People Need Love, donc un peu le détonateur originel, Ring Ring qui sera donc éponyme pour l'album, et He's Your Brother, un titre très gospel pop qui est devenu un hymne en concert car il permettait aux 4 membres de chanter en harmonie parfaite. En 1973, Stig Anderson est toujours obsédé par l'idée d'aller conquérir le marché international. Il a un plan, l'Eurovision. Il veut que le groupe participe et déglingue tout pour briser les frontières. À cette époque, l'Eurovision, c'est l'émission la plus regardée dans le monde, avec l'alunissage bien sûr, donc on peut dire que c'est une bonne idée de miser là-dessus. Pour passer à l'Eurovision, c'est pas si simple, hein. Il faut se présenter et être sélectionné par son pays via un jury. Le groupe s'y adonne donc, et pour être sûr de plaire aux oreilles anglo-saxonnes, Stig fait appel à Neil Sedaka peut-être même, une star américaine de l'époque, pour aider Benny et Björn à adapter les paroles de Ring Ring en anglais. Visuellement, c'est un choc, ils arrivent avec un look très étudié. Agnetha est enceinte de 8 mois et ça crée un peu une image de famille pop soudée. Ils se présentent donc au Melodifestivalen, la sélection suédoise pour l'Eurovision. Tout le monde les donne gagnants, cependant le jury d'experts les classe seulement 3e. Ils sont doublés par un duo de variété classique, sauf que la Suède est sous le choc et le public est furieux contre le jury. Le lendemain, le single Ring Ring se vend à des niveaux records, écrasant la chanson qui a gagné le concours. Et ça donne une sacrée leçon, quelque juré que vous soyez en musique, le public a raison, pas vous. En rentrant le soir du Melodifestivalen, l'ambiance n'est pas à la fête pour le groupe. Stig, le manager, est hors de lui. Il qualifie le jury de dinosaures qui ne comprennent rien à la pop moderne. Le groupe se dit que le système est truqué contre eux et ils n'ont pas vraiment tort. Bah il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort, c'est qu'il a pas tort. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est très mal vu de chanter en anglais en Suède, les mœurs doivent tout simplement évoluer. Le single de son côté se vend à 100 000 exemplaires en Suède en 48 heures après leur candidature à l'Eurovision, ce qui est colossal. Les gagnants du Melodifestivalen sont assez vite oubliés en fait. Et donc au lieu de se cacher, ils utilisent cet entre guillemets échec pour saturer l'espace de leur présence. Pendant le reste de l'année 1973, ils tournent à fond la caisse, ils peaufinent leur prestance scénique. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Ring Ring, l'album, sort de Suède, en Scandinavie, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. L'échec leur a en quelque sorte retiré une pression, ils n'ont plus vraiment peur de perdre. Durant cette période, Stig en a ras le cul, disons-le, du nom à rallonge. C'est imprononçable à l'étranger, sur les pochettes de disques c'est oméga long et du coup Stig et leur label de l'époque, Polar Music, commencent à écrire A.B.B.A pour parler du groupe sans écrire le blaze de tout le monde. Et je l'adore Stig, ce petit génie trouve ABBA parfait, mais il veut que le public s'approprie le nom sans que ça dure 3 ans. Il a donc l'idée de créer un faux concours en proposant aux fans de soumettre leurs idées de noms de groupe au label. On a du Baba, Alibaba, Fab Four of Sweden, Friends and Neighbor et ABBA. Comme ABBA est resté le favori du public lors de ce fameux faux concours, il a pu dire que c'était le choix du public en plus du buzz que ça a généré. Mais le truc, c'est qu'ABBA en Suède, c'est aussi une grosse institution depuis le 19e siècle, dans un domaine assez précis, la conserve de poissons. Du coup, notre manager appelle la société ABBA Seafood pour lui demander d'utiliser le nom pour son petit groupe de musique. Le directeur de l'usine lui a répondu gentiment que c'était ok à condition de ne pas faire honte à la marque. Le contrat s'est donc rapidement signé et pour la petite histoire, aujourd'hui l'usine existe toujours. Je fais également un petit saut dans le temps pour vous parler du logo, car ce dernier est stylisé dans un premier temps simplement en ABBA, mais ce n'est pas celui qu'on connaît. Lors d'une séance photo, en fait quelques années plus tard, en 76, Benny tient son B à l'envers lors de la promotion de Dancing Queen par pur hasard. Le graphiste de l'époque a trouvé ça fantastique et c'est en gros la symétrie parfaite. Les deux B font face aux deux A et ça symbolise parfaitement les deux couples mariés tournés l'un vers l'autre. Parenthèse terminée sur l'histoire du nom et du logo, c'était important que tout cela s'arrange avant d'entamer leur revanche bien propre sur l'Eurovision 1974. Après l'échec, entre guillemets évidemment, de 1973, Stig Anderson et les garçons changent de méthode pour s'assurer un impact lors de leurs prestations. Ils veulent choquer. Au début, ils hésitent entre une balade rassurante, Hasta Mañana, et Waterloo, qui est un peu un ovni de la pop à cette époque. Celui qui va trancher, c'est ce cher Stig. Je cite, « Si on perd avec une balade, on est fini. Si on perd avec Waterloo, au moins on aura marqué les esprits. » Je vous repasse la composition de Waterloo pour directement vous parler de leur entraînement bien commando. Ils ont passé des semaines à répéter leur chorégraphie. Agnetha et Frida, qui crèvent l'écran, doivent apprendre à chanter tout en bougeant de manière synchronisée, ce qui ne se fait tout simplement pas du tout à l'époque. Le concours se passe à Brighton et la presse britannique, fidèle à son peuple de ploucs qui globalement mange de la gelée et boit de la Foster, critique nos 4 loulous en les appelant les Suédois bondissants. C'est nul! ABBA s'en moque globalement, ça leur fait de la pub. Ils logent au Grand Hôtel où ils passent beaucoup de temps à faire des séances photos promotionnelles pour que leur visage soit absolument partout avant le début du concours. Je déconne, les Anglais, me faites pas de mal, s'il vous plaît. Vraiment, me faites pas de mal. Le concours logiquement a lieu au Brighton Dome, l'ambiance est très guindée, ça pue la formalité et la vieille Europe. ABBA garde la surprise de sa tenue très kitsch associée à la période disco de ces années. Quand le rideau se lève, le public voit 4 personnes habillées comme des super-héros du futur, avec du velours, des paillettes, des bottes compensées, une guitare en forme d'étoile, la Star Guitar, qui crève l'écran comme les filles qui sont magnifiques. La performance est géniale et la musique est bonne. Les membres du groupe maîtrisent leur sujet, ils sont partout dans la scène et occupent toute cette dernière. Ils bougent, ils dansent, contrairement aux autres candidats qui sont restés statiques pour la plupart. Ils chantent en anglais, ce qui est, comme Stig le souhaite, l'essentiel pour conquérir le monde, au risque de se mettre le public suédois à dos et son jury. Si vous voulez, pour gagner, Stig voulait que ce soit impossible d'ignorer visuellement le groupe. Le concours durant assez longtemps, l'idée c'est, comme je l'ai dit beaucoup de fois, crever l'écran. Que dans les bars, les restaurants où la télévision est diffusée sans forcément le son qui va avec, on puisse voir des paillettes, les couleurs dans tous les sens en se disant « Putain mais il y a une boule disco dans la télé ou quoi ?» Le suspense est à son comble lors des résultats. Il y avait également Olivia Newton-John qui représentait le Royaume-Uni et qui était favorite. ABBA va finalement gagner avec 24 points de plus.
notamment grâce au vote de la Suisse, la Finlande et la Norvège. La nuit, ils fêtent ça correctement avec des sandwichs et du champagne dans leur chambre, heureux comme tout. Le lendemain, c'est autre chose, le téléphone de l'hôtel hurle, des promoteurs du monde entier les appellent pour les signer. À leur retour en Suède, ils sont accueillis comme des héros. Waterloo est numéro 1 dans presque tous les pays à travers l'Europe. Et cerise sur le gâteau, le titre entre dans le top 10 aux States, ce qui est très rare pour un gagnant de l'Eurovision. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous en connaissez des musiques d'ABBA et on pourrait se dire qu'après l'Eurovision c'est parti pour enchaîner les classiques. Et ben c'est toujours pas pour maintenant. Gagner l'Eurovision c'est bien mais c'est un peu un baiser de la mort. Beaucoup vous considèrent comme un mouchoir qu'on va utiliser et jeter juste après s'être fait du fric sur votre dos. ABBA serait loin d'être les seuls, d'ailleurs on peut citer Séverine de Monaco en 1971. Ce que je considère personnellement comme l'un des cas d'exploitation financière les plus flagrants. Elle gagne en fait en 1971 pour Monaco, mais elle est française, sa maison de disques l'envoie faire des tournées marathon dans toute l'Europe, elle enregistre sa chanson dans 4 langues différentes et vend des millions de disques. On pourrait se dire qu'elle est à l'abri après ça financièrement, mais pas du tout. Malgré le succès massif, Séverine a révélé plus tard qu'elle n'avait quasiment jamais touché ses royalties, en gros les droits d'auteur sur les ventes. Elle a été flouée par des contrats opaques et a dû se battre juridiquement pendant des années alors que l'industrie l'avait déjà remplacée. On a aussi Ruslana en Ukraine en 2004. Après son succès mondial avec Wild Dances, elle a été traitée par son label comme la prochaine star internationale devant conquérir le marché américain et européen. Elle a été poussée dans un rythme de travail épuisant avec des tournées incessantes et des attentes démesurées. Une fois que l'engouement a diminué, elle a été largement laissée pour compte par les circuits médiatiques occidentaux, l'industrie préférant se concentrer sur le gagnant de l'année suivante. Bref, je vais pas faire tout le monde, mais vous comprenez qu'il est vite possible d'être considéré comme un simple produit qu'on change d'une année à l'autre si vous ne marquez pas les esprits. ABBA va se retrouver dans cette situation délicate, ce qui va donner une sorte de traversée du désert. Après l'Eurovision en avril 1974, Waterloo est absolument partout. Mais dès l'été, le téléphone arrête de sonner. Les radios anglaises et américaines, du fait de leur niveau de raffinement, méprisent le groupe qui est qualifié un peu de gadget européen ou de groupe de foire. ABBA sort Honey Honey, une chanson mignonne mais très gnangnan en gros. Et le bail, c'est qu'elle passe totalement inaperçue dans les charts britanniques, elle n'entre même pas au top 10. Pour la presse, c'est la preuve qu'ils n'ont déjà plus rien à dire. Je critique beaucoup la presse, mais il faut se mettre à leur place. Ils commencent à savoir que l'Eurovision produit des One Hit Wonder et que ce n'est que de courte durée. Après l'été, en novembre 1974, c'est compliqué pour le groupe. Stig Anderson, leur manager, souhaite frapper fort pour relancer l'activité et motiver les troupes. Il organise alors une grande tournée en Europe, au Danemark, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. À Copenhague au Danemark, ça va, ça se passe pas trop mal, mais plus ils descendent vers le sud de l'Europe et plus c'est désert. À Vienne, ils jouent devant une salle à moitié vide. En Allemagne, Björn se souvient s'être assis dans sa chambre d'hôtel et avoir passé une partie de la journée en regardant par la fenêtre et en se demandant mais qu'est-ce qu'on branle là ? On était les rois en Suède et ici personne ne nous connaît. Il dira plus tard que c'était le moment le plus triste de sa carrière. Ils vont donc logiquement annuler la partie anglaise de la tournée parce que la demande est quasiment nulle. C'est la grosse humiliation pour le groupe qui vient juste de remporter l'Eurovision. Évidemment au niveau financier ça ne va pas fort non plus. En Suède le succès de Waterloo a généré beaucoup d'argent mais les impôts sont alors parmi les plus élevés au monde, notamment jusqu'à 85% pour les hauts revenus. Le groupe se retrouve avec des frais de tournée énormes, les costumes, le transport, les techniciens et des rentrées d'argent qui stagnent. Du coup, Stig Anderson commence à faire des montages financiers complexes, investissements dans des galeries d'art, des usines de vélos pour protéger l'argent du groupe. Fin 1974, il tente le tout pour le tout avec So Long. Un morceau très rock, presque crié, pour essayer de prouver qu'ils ne sont pas que des chanteurs de variété. C'est le pire score de leur carrière. En Angleterre, le titre ne rentre même pas dans le classement. C'est le moment où tout le monde, même dans leur entourage, commence à douter. Mais ils ne se sont pas séparés. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'ils étaient deux couples. S'ils avaient été que des collègues de travail, un groupe normal, lambda, ils auraient sans doute jeté l'éponge. Mais comme ils vivaient ensemble, ils passaient leur soirée à se rassurer mutuellement et à composer en secret chacun de leur côté. Et c'est là qu'intervient l'Australie, qui a un peu en partie sauvé nos amis. Dans tout ça, au début des années 75, c'est toujours compliqué, le manager du groupe envoie des sons partout dans le monde comme des bouteilles à la mer. Il crie à l'aide en fait. À ce moment-là, un homme s'appelant Molly Meldrum présente Countdown, une émission ultra populaire en Australie. Ce dernier reçoit la vidéo d'un des derniers sons du groupe I Do, I Do, I Do. En Europe, personne n'aime vraiment ce son qui fait limite ringard des années 50 avec un saxo à la con, mais Molly, qui est un homme de goût, adore. Bref, il la diffuse et c'est l'explosion là-bas. Leur laboratoire est né. Et oui, ils vont tester énormément de leur son là-bas, les Australiens en sont très friands. La preuve, à un moment donné, en 1975, ABBA occupe les 3 premières places du top 40 australien simultanément. Du jamais vu même pour les Beatles là-bas. Dites-vous que pendant cette période de doute, en 1974 et début 75, le groupe était si peu respecté en Europe qu'un promoteur leur a proposé de faire une tournée des centres commerciaux en Suède pour garder la forme entre guillemets. Ils ont refusé, préférant s'enfermer, s'enterrer dans le studio. Alors qu'en Australie, les mecs cartonnent, surtout que au cas où vous l'aviez zappé, c'est quand même 4 personnalités assez connues là-bas à la base. Je vois pas Nekfeu se mettre à faire la tournée des centres commerciaux avec les frérots de l'entourage. Bref, c'est dans ce silence médiatique qu'ils ont écrit SOS, la chanson qui allait les ressusciter en Europe. Avec le succès naissant début 1975 en Australie, ABBA se retrouve avec le smile. Il faut maintenant conquérir l'Europe. Et SOS sort. À ce moment-là, ils en ont marre de pas être connus en Europe. SOS, c'est un peu une déclaration de guerre. Pour la première fois, Björn et Benny mélangent une intro au piano ultra mélancolique, très européenne, avec un refrain rock, pop, d'une puissance incroyable. On raconte que John Lennon, en entendant SOS à la radio, a dit « c'est une chanson géniale, le piano me rappelle les Beatles ». SOS explose en Australie et les maisons de disques européennes, voyant les chiffres de vente australiens passer de très bons à astronomiques avec les succès précédemment nommés, se disent « bah nous aussi on va se faire un peu de bif quoi les gars ». C'est d'ailleurs pour SOS qu'ils tournent l'un de leurs clips les plus célèbres avec l'effet de miroir déformant. En fait, à ce moment-là, ils veulent cacher qu'ils n'avaient pas de budget pour des effets spéciaux complexes et c'est devenu une image iconique d'ABBA. Le public était hypnotisé. Grâce à l'élan venu d'Australie et à un de leurs secrets, le mélange de la mélancolie suédoise avec des paroles tristes puis un rythme joyeux et entraînant, la recette magique d'ABBA se crée. SOS grimpe à la 6ème place au Royaume-Uni. Ce moment signe la fin de la traversée du désert pour nos 4 amoureux qui obtiennent un 2e tube avec acharnement. Juste après le sauvetage de SOS, le groupe sort l'album intitulé simplement ABBA, celui avec la photo d'eux dans une limousine. Un titre va sortir du lot de leur côté, Mamma Mia. Incroyable mais vrai, le label ne voulait pas sortir Mamma Mia en single, car il pensait que les autres chansons avaient plus de potentiel commercial. Sauf que la chanson est distribuée partout en Australie et je vous passe les détails, mais elle est passée en boucle dans les radios là-bas. L'effet laboratoire du pays fait le job et le titre devient là-bas numéro 1, puis après numéro 1 partout. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed you. There's something broken. En 1976, c'est la consécration pour la bande, ils réalisent un sans faute, leur album Arrival est un énorme banger, comme disent les jeunes, c'est le saint graal de la pop. Dessus on retrouve Fernando, There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining. une balade sur la révolution mexicaine. De base c'est une chanson de Frida en suédois et Björn et Benny la réécrivent en anglais pour le groupe. Le résultat, 10 millions d'exemplaires vendus. C'est bon pour vous! C'est juste l'un des singles les plus vendus de tous les temps, de toute l'histoire de l'univers de la musique. Sur l'album apparaît également Dancing Queen,
Bon, on ne la présente plus, cette chanson, c'est énorme. Dites-vous qu'il chante la musique pour le mariage du roi de Suède, et on est loin de la période de désert là, à ce moment-là. Cette année-là, le futur roi de Suède, Karl XVI Gustaf, se marie avec Sylvia Sommerlath. Pour la télévision suédoise, ABBA est invité à se produire lors d'un gala précédant le mariage. Et il décide de présenter une toute nouvelle chanson, jamais sortie. Cette chanson, c'est Dancing Queen. Le groupe la chante devant les futurs rois et reines de Suède avant même sa sortie officielle. Le public pète un câble, c'est énorme, il le savait. En studio, quand Benny et Björn ont entendu le mix final du son, Benny a raconté qu'il s'est mis à pleurer dans le studio parce qu'il savait qu'il venait de créer quelque chose de vraiment unique. C'est leur seul morceau qui atteindra le numéro 1 aux États-Unis. Comme je le disais, on y retrouve l'un des secrets du groupe, cette mélodie, ce rythme et cette mélancolie. Pour finir, parce que sinon je vais citer tout l'album MDR, Money Money Money. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Alors il s'agit là d'une musique inspirée des comédies musicales de cabaret d'ailleurs. La chanson parle d'une femme qui travaille dur mais qui rêve de rencontrer un homme riche pour quitter sa vie difficile. C'est presque un mini-spectacle musical, ce qui montre déjà que Benny et Björn avaient une passion pour les comédies musicales, et ça mènera plus tard à la création de la célèbre comédie musicale Mamma Mia. Voilà, en 1976, ABBA est le deuxième plus gros exportateur de Suède derrière une marque que vous connaissez bien, Volvo. Et oui, j'ai dit qu'ils étaient premiers au début, mais on s'en fout, c'était pour vous avoir à l'accroche, les gars, je vous ai eu, vous êtes là maintenant. On disait même que le groupe rapportait plus de devises étrangères au pays que n'importe quelle autre industrie. Ils étaient littéralement une économie à part entière. Début 1977, ABBA part en tournée mondiale. Ça y est, Stig, tu t'es prouvé que t'avais raison. Quelques chiffres sur cette tournée, 29 concerts, 3 continents, environ 500 000 spectateurs, plusieurs concerts dans des stades de plus de 20 000 personnes. À Londres, ils organisent 2 concerts au Royal Albert Hall, une salle extrêmement prestigieuse. Il y a eu 3,5 millions de demandes de billets pour seulement 12 000 places. Pour le calcul, si tout le monde avait eu une place, ils auraient pu remplir la salle pendant 600 soirs d'affilée. Ils filment également leur tournée en Australie pour un vrai film de cinéma. C'est une sorte de faux documentaire humoristique avec des vrais fans qui s'arrachent leurs vêtements, des gardes du corps débordés, etc., etc. En fin 1977, ABBA sort un nouvel album, The Album. Bon, ils sont complètement lessivés de la tournée, mais ils restent assez créatifs pour le pondre. On retrouve sur cet album la chanson Take a Chance on Me, qui est littéralement née d'un jogging de Björn qui en courant fredonnait un rythme. Il est juste rentré au studio et a dit à Benny, j'ai un rythme de batterie, enregistre. C'est devenu l'introduction du morceau. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. Là, on distingue clairement le futur un peu du groupe qui, un peu saoulé d'être juste une machine à hits, souhaite faire en sorte d'être des musiciens sophistiqués. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Là aussi, l'album parle de lui-même. The Name of the Game a une structure très bizarre, elle change 3 fois de rythme, il mixe pendant des jours les textures. Sur la phase B, 3 chansons sont liées entre elles en une sorte de mini-comédie musicale qu'ils avaient jouée pendant leur tournée de cette année. Benny et Björn voulaient s'éloigner des hits de 3 minutes pour s'essayer à des choses un peu plus théâtrales. Que seraient des artistes s'ils ne tentaient pas de se renouveler à chaque occasion, je vous le demande. Après avoir joué devant des dizaines de milliers de personnes dans des stades, le groupe souhaite un son plus large et il se réalise avec Eagle, une chanson hommage au groupe éponyme. Elle dure 6 minutes et c'est l'introduction de l'album. On y entend des harmonies vocales très complexes, carrément presque psychédéliques. Pendant l'enregistrement, l'ambiance n'est plus la même qu'avant. Agnetha est de nouveau enceinte, elle est épuisée par la tournée australienne et sa vie globalement. C'est sur cet album qu'on commence à entendre une certaine mélancolie dans sa voix, notamment sur I'm a Marionette, une chanson assez sombre qui parle de la célébrité qui vous transforme en poupée. Vous l'avez compris, ABBA cherche et se renouvelle. Ils sont au sommet de leur gloire, mais paradoxalement, l'unité qu'est le groupe commence à un peu vaciller. C'est grosso merdo les montagnes russes. En 1978, le groupe en a marre de louer des studios à droite
droite à gauche et ils décident de créer le leur, une sorte de vaisseau spatial pour l'époque, Polar Music Studio à Stockholm. C'est l'un des studios de musique les plus avancés au monde, ils y installent une console de mixage unique, c'est là que leur son va devenir encore plus riche. Dites-vous que le studio est tellement ouf que des stars comme Led Zepp, qui n'ont rien à voir avec le registre d'ABBA, ou même Genesis viennent à Stockholm juste pour enregistrer et obtenir une touche du son ABBA. Vous allez me dire, et en quoi il vacille? Eh bien en octobre 1978, alors que le premier couple qu'est Agnetha et Björn commence à perdre pied, Frida et Benny se marient après 9 ans de vie commune. Et pour les fans, du coup à ce moment-là, tout va très bien. Sauf que c'est l'ultime effort pour stabiliser leur relation face à la célébrité. Noël 1978, pour les fans, c'est le séisme. Agnetha et Björn se séparent, mais ils prennent une décision exceptionnelle et Dieu merci, ils ont pris cette décision. Le groupe passe avant leur union. Ils vont donc continuer de travailler ensemble comme si de rien n'était. Alors, c'est très beau sur le papier, mais pour Agnetha qui déteste déjà les tournées et l'avion, la situation devient psychologiquement épuisante. Elle doit chanter des chansons d'amour écrites par son futur ex-mari. Mais ils vont quand même s'enfermer dans leur nouveau studio et écrire l'album le plus dance de tous les temps, Voulez-vous. C'est mon album préféré du groupe. Pendant l'enregistrement de ce dernier, Björn et Benny étaient tellement perfectionnistes qu'ils ont voyagé jusqu'à Miami pour essayer de recruter les ingénieurs du son des Bee Gees. Ils voulaient absolument que leur disco sonne aussi fat que le leur. Ils pensaient en fait que le studio suédois était un peu trop propre. Ils voulaient du Bee Gees ou du Donna Summer. Ils ont donc enregistré le début de la chanson Voulez-vous là-bas et ils ont finalisé cette dernière en Suède car ils ne trouvaient pas la même précision que chez eux pour le mixage. Et je vous rappelle accessoirement qu'ils ont construit un studio de malade mental, il s'agirait de s'en servir. Voulez-vous, l'album a pris presque 1 an à être fait, ce qui est absolument inédit pour nos Cacloustiques car normalement ils faisaient leur album en maximum quelques mois. Dessus on peut retrouver Chiquita, et là je sais ce que vous allez me dire, le mec va faire exprès de nous mettre un extrait de Chiquita de Jul pour faire la vanne, mais non, je suis bien plus raffiné que ça. Et Elle a le regard qui tue, qui tord. alors non, voici la réelle Chiquita. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. Je vous parle de celle-ci en premier car c'est finalement devenu leur plus gros hit humanitaire. Tous les droits sont versés à l'UNICEF encore aujourd'hui. On peut aussi retrouver Angel Eyes qui buzz beaucoup sur les réseaux ces derniers temps. C'est normal, il s'agit d'un chef-d'œuvre de couche vocale, c'est l'une des chansons préférées des fans pour ses harmonies ultra complexes qui tourbillonnent dans tous les sens. Et on a aussi d'autres musiques évidemment, genre Does Your Mother Know, etc. etc. Bon, je crois qu'on a fait le tour des musiques les plus populaires de l'album. L'année après...
Comment un être humain a-t-il pu penser à mettre ses doigts dans une telle position pour autant me faire danser, nous faire danser? Combien de fois vous l'avez entendu cette musique? C'est juste culte. Pour moi, c'est l'apogée du groupe, tout est fou. Prêtez attention en l'écoutant à l'acidité de la basse qui l'accompagne, c'est tellement cool pour l'époque. Et dites-vous que le titre ne figurait même pas sur l'album à la base, en fait, il a été enregistré juste après la sortie de ce dernier pour de base promouvoir leur future tournée mondiale. Le riff de synthétiseur qui ouvre le morceau est sans doute l'un des plus reconnaissables de l'histoire. Pour l'anecdote, c'est Benny qui venait de s'offrir le Yamaha GX1, un synthétiseur rarissime que l'on appelait la Dream Machine. Il coûtait à l'époque une fortune, environ 60 000 $, le prix d'une maison à l'époque aussi. En bidouillant la machine, Benny trouve ce son de flûte électronique à la fois synthétique et organique. Le riff est si puissant qu'il devient le squelette de la chanson. Vous connaissez aussi peut-être ce riff via un gros tube de Madonna en 2005, Hung Up. Pour la petite histoire, dans la petite histoire de l'anecdote, Madonna a dû écrire une lettre suppliant Björn et Benny pour obtenir le droit de sampler ce riff en 2005. C'est l'une des très rares fois où ils ont dit oui. Contrairement à l'image assez disco, les paroles sont assez sombres. Elles racontent l'histoire d'une femme seule chez elle qui regarde les ombres sur le mur et qui attend désespérément quelqu'un. Cette femme, c'est Agnetha qui chante seule les couplets. Sa voix a cette fragilité et cette urgence qui collent parfaitement au texte. À cette époque, comme je vous l'ai dit, Agnetha vit mal son divorce récent et la solitude des tournées. Elle met toute cette mélancolie réelle dans son interprétation, ce qui crée ce contraste typique d'ABBA. On danse sur de la tristesse. Commercialement, l'album est un immense succès, je ne parle même pas de l'Australie. L'album reste 4 semaines numéro 1 au Royaume-Uni, il est également au sommet en Allemagne, au Japon et dans toute l'Europe en vrai. L'album a eu son côté complotiste, ça ne date pas d'hier les théories à la con. Une rumeur courait selon laquelle ABBA n'était plus un groupe de musiciens mais un ordinateur programmé par Stig Anderson pour créer le hit parfait. La perfection du son de Voulez-vous était telle que les gens ne croyaient plus que des humains pouvaient produire une telle symétrie sonore. S'en suivra une tournée mondiale exceptionnelle à bord d'un avion floqué ABBA. Ce sera la dernière fois que l'on verra le groupe partir pour une tournée mondiale tous ensemble. Toutes les bonnes histoires ont une fin. Après la tournée mondiale, le groupe retourne en studio en 1980 pour composer et écrire l'album Super Trooper. Le disco s'essoufflant, notamment avec les vagues de haine envers ce mouvement musical venant des États-Unis. Mais si, vous savez, ceux qui tirent sur les ouragans avec leur M4A1, c'est aussi eux qui ont déclaré que le disco c'était à chier et qui se sont mis à brûler des disques dans la rue. Bref, si on en revient à ABBA, le disco s'essoufflant fin des années 70, l'ambiance au studio Polar Music a changé. Les paroles deviennent plus intimes et la musique plus électronique, plus synth pop. Dans Super Trooper d'ailleurs, on va retrouver The Winner Takes It All. But you see, the winner takes it all. The winner takes it Alors c'est le cœur nucléaire de l'album. Björn écrit ses paroles sur le divorce, il les donne à son ex Agnetha. C'est cruel, mais ça marche très bien vu qu'elle la chante en une seule prise. À ce moment-là, tout le monde au studio est en larmes. C'est actuellement la musique la plus écoutée sur Spotify du groupe. Elle revient en fait en force, notamment grâce aux réseaux sociaux. Bonjour à tous, c'est le monteur. J'ai commencé à écrire cette vidéo il y a plusieurs mois et entre-temps le classement a évolué. C'est pour ça que Dancing Queen est passé devant The Winner Takes It All. On a aussi évidemment Super Trooper. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's Cette musique elle fait directement référence aux énormes projecteurs utilisés dans les stades. La chanson parle de la solitude d'une star sous les projecteurs qui ne pense finalement qu'à une seule personne, rester loin d'elle. En gros tube aussi on retrouve Happy New Year, une chanson qui semble joyeuse et parler des fêtes de fin d'année mais en fait
pas du tout, car elle parle surtout de l'incertitude du futur. C'est très représentatif de leur état d'esprit à ce moment-là. Et évidemment, Lay All Your Love On Me, un hit entre guillemets malgré lui. Le groupe ne pensait pas que ce dernier serait un tube, mais quand l'album est sorti, les DJ du monde entier ont commencé à le passer en boucle dans les nightclubs. C'est devenu un tel phénomène dans ces discothèques qu'ils ont été obligés de le sortir en single maxi 12 pouces. Et c'est également l'un des premiers morceaux pop à avoir été retravaillé spécifiquement pour les clubs. Un groupe de DJ appelé Disconet a créé une version longue qui a cartonné aux États-Unis. C'est grâce à ce morceau qu'ABBA est resté numéro 1 des charts dance américains pendant des semaines alors que le disco classique était en train de mourir. Juste après la sortie de Super Trooper, le coup de grâce intervient pour nos 4 Suédois favoris, le deuxième divorce en février 1981, alors que le premier couple Agnetha et Björn semblait avoir stabilisé leur semblant de situation, c'est au tour de Benny et Frida d'annoncer leur divorce. C'est le choc, le groupe n'a plus rien d'une famille ni de deux couples, ils deviennent 4 individus qui travaillent par contrat et amitié résiduelle. L'image du groupe familial est brisée. Ces derniers, la même année, retourneront en studio pour leur ultime album, avant leur retour en 2021 évidemment, mais j'y reviendrai. Ils y écriront The Visitors, un disque sombre et étrange. Le son est froid et cristallin, c'est l'un des tout premiers albums de l'histoire de la musique à être enregistré de manière numérique. C'est d'ailleurs le premier CD de l'histoire de l'usine Philips en Allemagne. On y retrouve des tubes évidemment, sinon je n'aurais pas choisi ce titre pour ma vidéo. Slipping Through My Fingers, One of Us, on sent que c'est la fin du voyage, symbolique des fins de groupe comme on a pu le voir avec Pink Floyd. Ils ne se croisent plus en studio, ce sont 4 individualités qui travaillent de leur côté. Björn et Benny créent les pistes et les filles viennent enregistrer de leur côté séparément. Regardez bien l'image de la pochette, ils sont dans un immense atelier sombre entouré de peinture ancienne. Les 4 membres sont dispersés dans la pièce, ils ne se regardent pas, ils ne se touchent pas, on sent physiquement la distance entre eux. L'accueil est mitigé entre guillemets, et je dis ça car c'est ABBA et que le public s'attendait surtout à danser, et le groupe leur offre un album sur la guerre froide, le vieillissement et le divorce. Ça n'empêche pas ce dernier d'être numéro 1 dans plusieurs pays. Les ventes ne sont plus astronomiques, mais elles sont quand même correctes. Le monde change et ABBA se sent en décalage, en témoigne la dernière chanson de l'album, Like an Angel Passing Through My Room. Cette musique, elle est totalement expérimentale, c'est une chanson où seule Frida chante, accompagnée d'un synthétiseur qui imite le tic-tac d'une horloge. C'est une métaphore du temps qui passe et du groupe qui s'évapore. Pour les fans de l'époque, c'est le moment exact où ABBA a éteint la lumière. En 1982, ils retournent en studio pour ce qui devait être un nouvel album, mais l'énergie n'y est juste plus. Ils sortiront 2 singles avant d'apparaître une dernière fois à la télévision britannique en décembre 1982 dans l'émission The Late Breakfast Show. Il n'évoque pas une séparation, il déclare simplement « on prend une pause » et cette pause elle va durer 40 ans. Et le jour où ABBA s'est séparé, il n'y a donc eu aucun communiqué officiel, ils ont simplement fini d'enregistrer Under Attack, se sont dit au revoir, et chacun est parti de son côté. Björn et Benny voulaient écrire des comédies musicales, Agnetha et Frida voulaient retrouver leur vie privée. Le groupe qui avait vendu 400 millions d'albums a disparu dans le silence, laissant leurs fans et le monde entier rempli de tristesse. Après la séparation d'ABBA en 1982, leur manager Stig Andersson, qui je le rappelle était à la base de leur ambition internationale, continue de gérer le catalogue d'ABBA, mais les relations avec les membres du groupe se tendent à cause de questions financières et de droits d'auteur. Ce qui fait que Stig a fini par vendre Polar Music, son label, et les droits du catalogue ABBA à Polygram. Avec une partie de cette immense fortune, il décide de créer quelque chose qui survivra à la musique, à la pop et au temps, le Polar Music Prize, le prix de musique Polar. C'est un peu le prix Nobel de la musique si vous voulez. Fondé en 89 avec le soutien de l'Académie royale de la musique de Suède, ce prix est aujourd'hui considéré comme le plus prestigieux au monde. Il récompense chaque année un artiste pop et un artiste classique. Il y a pas mal de gagnants que vous connaissez, Paul McCartney, Pink Floyd, etc. etc. Stig finit par mourir en 1997, bien que sa fin de vie ait été marquée par des conflits juridiques avec ABBA, le prix Polar reste son plus bel héritage, une preuve que la musique populaire méritait le même respect que la grande musique
classique. En ce qui concerne le groupe, pendant des décennies, le monde entier leur propose ce que je qualifierais de pont d'or pour se reformer. Vous n'imaginez pas à quel point le mot pont d'or prend son sens. En l'an 2000, un consortium américain leur propose 1 milliard de dollars pour une tournée de 100 dates. Ils refusent, Benny dira c'est une somme d'argent dégoûtante pour faire quelque chose qu'on n'a plus envie de faire. De ce que j'ai compris, et au-delà du fait qu'ils en avaient marre et que certains voulaient aller voir dans d'autres domaines et d'autres se rapprocher de leur famille, ils voulaient surtout que le public garde l'image des 4 jeunes gens dynamiques des années 70. Et contre toute attente, en septembre 2021, le monde s'arrête de tourner. ABBA annonce un nouvel album et un spectacle révolutionnaire. En fait, ils retournent dans le studio de Benny à Stockholm et composent Voyage. Ce qui est fascinant, c'est que le son n'a pas changé, ils n'ont pas essayé de faire du rap ou de l'électro ou de changer de style, c'est du ABBA pur jus avec les voix d'Agnetha et Frida qui ont mûri mais qui ont quand même gardé leur harmonie unique. D'ailleurs, pour résoudre le problème de vieillir sur scène, ils s'associent à Industrial Light and Magic, le studio de George Lucas, le gars de Star Wars, pour créer des avatars. Les 4 membres qui ont tous plus de 70 ballets à ce moment passent des semaines en combinaison de capture de mouvement pour enregistrer chaque geste, chaque regard. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une salle de concert construite sur mesure à Londres, l'ABBA Arena, où des avatars numériques, les représentants tels qu'ils étaient en 1979, prennent leur place lors des représentations. La suite, c'est que c'est l'album numéro 1 dans le monde entier en une semaine. Le spectacle à Londres affiche complet tous les soirs depuis son ouverture. Et ça c'est très rare. Parce qu'ils ont réussi là où tous les autres ont quasiment échoué. Ils ont connu le succès, ils se sont séparés au sommet et ils sont revenus 40 ans plus tard avec la même élégance. Lors de la première du spectacle Voyage à Londres en mai 2022, les 4 membres sont apparus ensemble sur le tapis rouge. C'était leur première apparition publique officielle en groupe depuis 1982. Ils ne sont plus 2 couples, ils ne sont plus des idoles disco, ils sont devenus juste des icônes immortelles de la culture mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, c'était le phonographe, à très vite. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year.